Bonsoir, Madame Doy, Madame Camara. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Parfait, c'est Bonsoir, bon. Madame Tenu. C'est bon. Oui, d'accord. C'est bon, Madame Tenu. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on débute ou bien? Il me semble qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties aujourd'hui. C'est bon, on peut y aller. D'accord. Il est 17 h. On attend 5 minutes juste. On attend 5 minutes. Voir. D'accord. Je vous suis. Encore 5 minutes. Ok, merci. Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous voir ici encore une fois dans notre temple du savoir. Et juste un rappel pour tout le monde, tous les samedis, à partir de 17 h jusqu'à 19 h, nous faisons des webinaires d'information sur tout ce qui concerne la petite enfance. Tout ce qui touche à la petite enfance, nous sommes là pour étudier cela ensemble afin de faire de la petite enfance un levier de développement, comme je ne cesse de le dire. Et il faut aussi que la petite enfance connaisse l'excellence. Alors pour cela, demain, le 14 novembre, nous avons la journée mondiale du diabète. La journée mondiale du diabète se fête le 14 de chaque année, 14 novembre de chaque année. Et donc, si on sait que le diabète peut atteindre les enfants, donc il est bien évident que nous, de la fédération, nous devons marquer cette journée-là par une conférence, celle que nous faisons aujourd'hui, ce webinaire, pour parler du diabète infantile. Et puis, voir les conséquences de cela chez l'enfant. Et puis aussi prévenir la maladie. Donc, mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir chez les tout-petits. Voilà ce que la fédération aimerait faire pour que
nous tous qui avons des structures, que nous puissions aider les enfants à grandir d'une manière saine, à se développer normalement et en pouvant avoir le nécessaire comme soin attentif pour mieux grandir. Voilà, donc ce matin, ce soir plutôt, nous avions des médecins qui devaient venir nous parler. Là, il me semble qu'ils ont accusé un tout petit peu de retard. Je pense que c'est un retard ou ce n'est pas un désistement. Mais de toute façon, quand ils m'ont prévenu, j'ai essayé de préparer quelque chose et on va voir, tout en vous prévenant que je ne suis pas médecin, mais tout ce que je dirais est quand même est quand même utile pour la petite enfance parce que moi-même, je suis diabétique depuis plus de 17 ans maintenant. Donc, je pense que le peu de savoir que j'ai pourrait aider à soit éradiquer cette maladie, à éviter cette maladie et aussi à aider les enfants de nos structures à ne pas tomber dans le coma quand les choses vont leur arriver. Donc, voilà pourquoi j'ai pris la charge de le faire et j'espère que ça se passera bien. Je vous remercie d'être là. Alors, nous allons débuter. Comme vous le voyez sur la première page, le diabète chez l'enfant. Mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de les prévenir chez les tout-petits. La fédération va aider à lutter contre ce fléau, cette maladie qui est sournoise et qui peut atteindre les enfants. Les gens peut-être méconnaissent encore, savent pas peut-être encore que cette maladie peut toucher les enfants, mais quand même, il faudrait qu'on en parle et puis nous puissions sensibiliser les parents à faire attention à ce que mange leur enfant, à la motricité de leurs enfants et aussi à leur façon de faire. Alors, donc, la fête saine voudrait quand même, à partir de maintenant, souligner cette journée à travers des ateliers que nous allons faire, nous allons programmer avec la commission équilibre alimentaire. Et nous avons Mme Kumba ici, qui est présidente de cette commission, qui va nous faire tout à l'heure un briefing sur ce qu'ils ont fait comme travail au niveau de leur commission. Bonsoir, Madame Camara. Bonsoir, Khady Diouf. Et bonsoir encore une fois, Madame Diallo. Voilà, c'est celle-là que je vois sur l'écran. Et les autres aussi, bonsoir et merci de participer à ce webinaire. Voilà, donc le diabète, on le définit ainsi. Le diabète, en quelques mots, signifie que c'est une maladie qui empêche le corps d'utiliser correctement l'énergie fournie par les aliments que nous mangeons. La maladie survient lorsque le pancréas, que vous voyez ici, au niveau de l'image, lorsque le pancréas ne sécrète plus d'insuline ou lorsque le corps devient résistant à l'insuline produite. Alors, moi, je compare ça souvent à un moteur de voiture. Donc, si dans votre voiture, par exemple, il n'y a pas de carburant, la voiture ne partirait pas. Donc, si un diabétique n'a pas de sucre dans son corps, il ne peut pas fonctionner. Il y a beaucoup de choses qui peuvent lui arriver, qu'on va voir tout à l'heure. Chez les personnes diabétiques, une défaillance entre en jeu. Le pancréas ne produit pas assez d'insuline pour remplir cette mission. Le glucose, qui n'est pas souvent à comparer avec du sucre que nous mangeons et peut aussi être naturel, reste alors dans le sang et ne peut pas passer dans les cellules. Il peut donc fournir d'énergie aux muscles du corps. Le diabète de type 1, ou ce qu'on appelle souvent insulinodépendant, est une maladie auto-immune qui se déclare souvent
au cours de l'enfance ou de l'adolescence. Elle se caractérise par l'absence de sécrétion d'insuline par le pancréas, comme je l'ai dit tantôt. Voilà, donc il y a 3 types de diabète que l'humain peut attraper. Donc, nous avons ici le diabète de type 1 que je viens de vous lire et le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est une maladie qui est liée au style de vie. C'est-à-dire, avec l'âge, tu peux l'avoir. Tu peux avoir des parents qui l'ont. C'est génétique et tu peux l'avoir. Mais c'est quelque chose quand même qui peut se soigner et avec des médicaments qu'on peut bien gérer. Donc, ici, on nous dit que le diabète de type 2 est ainsi souvent considéré comme une maladie liée au style de vie. Cependant, l'âge joue un rôle important, tout comme l'hérédité. Une personne dont un des parents développe ou a développé le diabète de type 2 est davantage susceptible de souffrir de diabète type 2. Il se soigne par une alimentation équilibrée, mais aussi par des médicaments. Le sport n'est pas à négliger, le sport n'est pas à négliger. Et aussi, il y en a qui peuvent se soigner avec de l'insuline. Ce que je vais expliquer tout à l'heure quand on parlera du traitement du diabète. Il y a aussi le diabète qu'une femme enceinte peut avoir. Donc, c'est le diabète gestationnel. Donc, c'est le diabète qui survient simplement quand on est enceinte. Et souvent, c'est au 2e trimestre de la grossesse qu'on le ressent. Voilà. Donc, ce sont là les 3 types de diabète. Mais le diabète le plus fréquent chez les tout-petits, c'est le diabète de type 1. Voilà. Donc, le diabète de l'enfant, c'est une urgence qui est souvent sous-estimée. Pourquoi? Peut-être parce que nous ne savons pas comment gérer cela ou peut-être que nous ne pensons pas qu'un petit enfant doit pouvoir avoir cette maladie-là. Alors, parfois, les signes révélateurs ne sont pas perçus à temps. La maladie peut alors évoluer jusqu'au coma acidocétosique ou coma diabétique, qui est une urgence médicale. L'enfant se sent seul et peut ressentir de fortes douleurs d'estomac et des difficultés pour respirer, entraînant la perte de conscience. Donc, vous savez ce que ça donne. Donc, vous voyez là une image à côté de vous où l'on vous montre le pancréas. Et donc, tout cela, c'est dans cette affaire-là que tout part. Alors, il faut juste, en ce moment, quand vous avez un enfant dont vous connaissez les signes révélateurs, et je vais vous en parler tout à l'heure, ces signes révélateurs. Donc, c'est les douleurs d'estomac, un enfant qui urine beaucoup, qui peut même demander beaucoup d'eau, qui demande à être hydraté souvent, un enfant qui tombe en syncope, etc. Donc, il faut dans ce cas le transporter assez vite à l'hôpital où il recevra des injections d'insuline par voie intraveineuse, permettant de faire baisser immédiatement la glycémie. Mais attention, parfois on peut se tromper. On pense que c'est de l'hypoglycémie alors que ça peut être de l'hyperglycémie, car l'hypoglycémie et l'hyperglycémie peuvent avoir les mêmes symptômes. C'est pour cela qu'il est important parfois de bien comprendre la situation de l'enfant avant d'aller déclarer que l'enfant a peut-être eu une crise de faim ou est tombé en hypoglycémie, etc. Donc, ce que je dis bien, c'est qu'il faut noter que de ne jamais faire le diagnostic vous-même sans avoir utilisé l'appareil pour pouvoir mesurer sa glycémie. Si vous mesurez la glycémie et que vous voyez que l'enfant est en hypoglycémie en bas de 0,50, là, vous pouvez en ce moment peut-être le dire, mais quand même, demandez à ce qu'un médecin toujours vous diagnostique cela. Alors, il faut amener l'enfant à l'hôpital, comme c'est dit tantôt, ou appeler le SAMU si vous pensez que c'est urgent. Vous appelez le SAMU et vous restez sur place. Surtout les gens qui ont des crèches, des maternelles, s'il vous plaît, évitez de déplacer un enfant quand vous ne savez pas qu'est-ce que l'enfant a. Donc, je vous interpelle encore là-dessus. Il faut toujours savoir ce que l'enfant a et pour le savoir, n'étant pas des médecins, appelez le SAMU ou appelez le pédiatre de l'enfant que le parent va vous référer. Vous expliquez toujours au médecin, toujours quand un enfant fait une crise pareille, il faut prendre un stylo, un papier
que vous préparez déjà dans le dossier de l'enfant pour écrire tout ce qui va arriver à l'enfant pendant que vous attendez le secours. Donc, écrire à quel moment l'enfant est tombé. Qu'est-ce que vous avez donné à l'enfant? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire? L'avez-vous déplacé pour que le médecin ait une idée de comment agir pour ne pas blesser l'enfant ou que l'enfant n'arrive pas à un cas extrême. Voilà. Et si vous amenez l'enfant à l'hôpital par vous-même, ce que je ne conseille pas encore, essayez de prévenir les infirmiers de ne pas donner de sérum à l'enfant. Parce que quand vous dites que l'enfant est grippé, parfois, ce qu'ils sont portés à faire, c'est de donner un sérum glucosé. Un enfant qui est déjà hyperglycémique, avec un sérum glucosé, peut en mourir. Donc, il faut faire très attention à cela. Alors, voici maintenant les signes cliniques les plus répandus du diabète. Alors, vous avez ici la polydipsie, qui est la soif accrue, la polyphagie, qui est la faim accrue, la polyurie, qui est des urines fréquentes, l'amaigrissement important et fonte musculaire, et la fatigue et le manque d'énergie. Et si le diabète n'est pas assez rapidement pris en charge, d'autres signes peuvent apparaître. Les douleurs abdominales, nausées et vomissements, la perte d'appétit, la somnolence, les troubles de la vue, odeur fruitée de la laine, hein, vous connaissez ça, c'est un peu fruité à l'intérieur, des odeurs anormales des urines, la respiration rapide, les infections cutanées fréquentes, comme d'habitude, on peut en avoir des abcès. Moi-même, il m'est arrivé parfois, il m'est arrivé une fois d'avoir pendant 6 mois de temps des abcès au niveau du cuir chevelu. Donc, ça a pris longtemps et c'était mon diabète qui était déséquilibré. Voilà. Donc, le trouble de la conscience. Et ça, on ne le souhaiterait à personne, ni à un éducateur ou une directrice d'école qui va vivre cela. Parce que c'est stressant, c'est paniquant. Et dans ces cas-là, vraiment, il faut oublier tout ce qui est stress et tout ce qui est panique pour pouvoir aider l'enfant, car c'est notre priorité. Le déséquilibre hormonal provoqué par le diabète peut impacter la croissance du jeune patient. Il n'est pas rare de voir apparaître un ralentissement de la croissance, surtout lorsque le diabète apparaît avant la puberté ou dès le déclenchement de celle-ci. Donc, si on se comprend bien, je l'ai expliqué assez clairement là, tantôt, et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, le diabète de type 1 est souvent diagnostiqué après une hospitalisation. Pas pour tout le monde, mais c'est souvent le cas. Pour des symptômes causés par une concentration extrêmement élevée de glucose dans le sang, ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Et par une concentration de glucose extrêmement faible dans le sang, qui est l'hypoglycémie. Les médecins effectuent dans ce cas une série d'examens pour rechercher une acidocétose pathologique qui peut entraîner le coma et la mort. Voilà, donc ici, le diabète est à prendre au sérieux parce que c'est une maladie, comme je l'ai dit, sournoise. 3 principaux signes orientent vers un diagnostic du diabète de type 1 et là, on parle de triade classique. La maigreur, la cétose, qui est la production excessive de corps cétonique et l'âge aussi, il faut en tenir compte. Voilà. Donc, le diagnostic est souvent confirmé par un dosage de la glycémie et en cas de diabète, la glycémie est à prendre à jeun et ne doit pas excéder 1,26 grammes. D'autres paramètres peuvent être recherchés. Et donc, quand on pense que son enfant est diabétique ou qu'un enfant que nous gardons est diabétique, le médecin en général vous prescrit, des analyses. Et ces analyses-là, on voit souvent le dosage de l'hémoglobine glyquée, hein,
et le bilan lipidique, le dosage peptide C et les paramètres immunogénétiques typage HLA. Voilà, donc vous voyez les symptômes au niveau des images. Il y a la fatigue, la soif intense, la déshydratation, l'envie fréquente d'uriner et la perte de poids. Les différents tests à effectuer en cas de doute, c'est la glycémie à jeun. Donc, la glycémie à jeun est un test sanguin effectué après une période de 12 heures sans manger ni boire, excepté de l'eau. La prise de sang pour la glycémie à jeun permet de déterminer le taux de glucose dans le sang. L'échantillon représentatif de sang est ensuite analysé en laboratoire. En cas de jeûne, l'organisme puise dans ses réserves de glucose afin de couvrir ses besoins. Le corps d'une personne non diabétique produit et utilise de l'insuline pour faire face à l'augmentation du taux de glucose dans le sang. À l'inverse, le corps d'un diabétique n'a pas cette réaction et sa glycémie reste par conséquent élevée. Pour une personne non diabétique, la glycémie normale est comprise entre 70 et 110 mg après une période de jeûne. Une glycémie à jeun élevée correspond à une valeur de 126 mg, ce qui mène au diagnostic de diabète. Alors, il est très important d'effectuer une seconde prise de sang afin de s'assurer de la véracité des résultats. Ça, vraiment, il faut le demander. Ce n'est pas juste d'aller dire d'aller voir quelqu'un qui vous dit que non, votre enfant est diabétique, confirmé avec le médecin, et même si c'est le médecin, confirmé avec une seconde analyse. En cas de doute, comme on dit toujours, consultez un médecin. La glycémie aléatoire, c'est celle-là qu'on effectue à n'importe quel moment de la journée. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je me promène avec mon appareil de glycémie et chaque fois que je sens des étourdissements ou que je sens quelque chose qui ne va pas, je transpire beaucoup, etc., j'ai mon appareil que je sors, je me pique, je mesure ma glycémie pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Voilà. Donc, en cas de doute, toujours voir le médecin. Ici, je vous montre un tableau de l'hémoglobine glyquée, hein, la glycémie moyenne. Alors, l'hémoglobine glyquée, c'est un examen qu'on vous fait et ça, on ne peut pas tricher parce que même si tu as triché quelques jours en arrière, l'hémoglobine glyquée, c'est elle qui prouve qu'il y a 3 mois de cela, ton diabète était à tel niveau. Donc, avec l'hémoglobine glyquée, c'est 3 mois d'avant. C'est 3 mois d'avant. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez fermer vos micros un peu? S'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, donc, l'hémoglobine glyquée, c'est un biomarqueur qui renseigne sur l'équilibre glycémique des 2 à 3 mois précédents. Chez une personne diabétique, le taux d'hémoglobine glyquée à atteindre avec le traitement est compris entre 7% et 5,5%. Donc, dès que le glucose est présent dans le sang, il se fixe en petite quantité sur l'hémoglobine et cette liaison donne naissance à l'hémoglobine glyquée. Donc, avec ça, on ne peut pas tricher du tout. Donc, peu importe ce qu'on a fait, on va nous attraper toujours. Donc, voilà. Alors, ici, vivre avec le diabète, c'est connaître ses symptômes. Hein? Donc, si vous connaissez vos symptômes, avec l'appareil de glycémie que vous avez, de mesure de glycémie que vous avez, les choses peuvent aller bien et vous pouvez vivre avec le diabète sans qu'on se rende compte que vous avez le diabète. Alors, voici les symptômes que nous voyons souvent et collez ça à l'enfant et vous allez voir que ce ne sera pas du tout facile pour l'enfant et que cette prise en charge de l'enfant peut débuter dès nos structures. Donc, voilà. Sensibiliser les parents par rapport à ça. Et vous-même, il faudrait que vous soyez sensibilisés pour cela afin de pouvoir aider ces enfants. Vous avez les troubles de la concentration, ce qui n'est pas agréable pour un enfant. Les difficultés à parler. Parfois, donc, boulot Amérique, il y a quelque chose, faites asseoir la personne et aidez-la. Il y a des étourdissements, il y en a qui tombent carrément dans les vapes.
Il y a les palpitations, donc ça fait boum, boum, boum très souvent. Vous avez parfois la confusion, vous ne savez plus mettre le I à la place du I, etc. Vous avez la somnolence, hein? La vue brouillée, parce que ça touche les yeux aussi, malheureusement. Vous avez la vue brouillée. Vous avez des picotements au niveau des doigts et des orteils. Vous mourrez de faim et vous avez envie de manger. Et quand vous avez envie de manger, souvent, c'est le sucre que vous allez chercher. Donc, tout ce qui est interdit, c'est ce que vous allez chercher. Et dites-vous que si vous êtes en hypoglycémie ou en hyperglycémie, là, vous risquez de vous blesser dans les deux cas si vous n'utilisez pas votre appareil de glycémie. Vous avez des nausées, des tremblements, ce qu'on appelle communément la tremblote. Donc, la personne ne peut plus écrire, ça tremble de partout, de la tête, des dents, etc. Vous avez de la faiblesse, vraiment. Vous n'arrivez vraiment pas à suivre quelque chose et sans oublier qu'il y a l'anxiété, le stress qui va encore plus bousiller votre esprit et tout cela est relié. Donc, vous faites attention aux symptômes là, mais ne prenez jamais un de ces symptômes et dire que non, avec cela, l'enfant a le diabète. Non, comme je dis, munissez-vous, s'il vous plaît, si vous pouvez, bien sûr, dans vos écoles, de l'appareil de glycémie. Et puis ça, ce n'est qu'une petite piqûre que vous mettez pour voir si l'enfant même a pris le petit déjeuner chez lui avant d'arriver. Peut-être quand il est en crise, c'est parce qu'il n'a pas mangé. Et vous vérifiez ça et vous notez le tout et vous donnez aux parents. Voilà. Donc, pourquoi il faut des soins quotidiens par rapport à ce diabète-là? L'équilibre du taux de glucose est essentiel pour mener une vie saine. Si vous voyez, je vous ai mis des petits morceaux de sucre en forme de cœur parce que tout ce qui est sucré en général est attirant, mais c'est quand même pas bon pour la santé. Alors, pour mener une vie saine et réduire le risque de complications du diabète, il faut que votre taux de glucose soit équilibré. Donc, il est donc primordial d'assurer la surveillance et le traitement de cette maladie afin de prévenir l'évolution de la maladie et d'éviter tout risque de complications telles que l'acidocétose ou l'hypoglycémie. À savoir, l'acidocétose diabétique est la conséquence d'une forte carence en insuline. Elle provoque rapidement un coma, puis en quelques heures, le décès. J'aime bien revenir sur ces mots-là parce que quand on entend coma et décès, ça veut dire que nous ne devons même pas penser que ça devrait nous arriver dans nos structures de garde. Bon, à l'impossible, nul n'est tenu, mais essayons quand même le plus possible d'avoir des informations sur cela et pouvoir aider les enfants et les parents de ces enfants-là à vraiment gérer cette maladie-là. Le diabète de type 1 demande un engagement permanent du patient. Lorsqu'il s'agit de votre propre enfant, il est nécessaire d'apporter une attention particulière à sa croissance et de son hygiène bucco-dentaire. Les gencives, parfois, quand on ne les brosse pas, même avec le diabète, on peut avoir des problèmes au niveau des gencives. Et avec ce problème-là, on peut avoir des dents plus tard qui vont tomber. Donc, il faut faire très attention quand vous avez un enfant diabétique de pouvoir demander que l'enfant-là ait une hygiène dentaire très, très, très stricte. Voilà. Et en effet, les jeunes patients diabétiques ont une salive plus sucrée et sont plus vulnérables aux infections microbiennes. Vous allez avoir des enfants qui vont avoir souvent des aftes, qui vont avoir souvent des petites plaies au niveau de la bouche. Donc, ce n'est pas des enfants qui on doit donner souvent quelque chose de chaud parce que tout ça peut attirer le dépôt des bactéries et ça peut amener des problèmes bucco-dentaires. Voilà, donc ils sont alors susceptibles de développer ces infections-là et des maladies des gencives ou de grosses caries dentaires. Donc, le diabète de type 1 nécessite donc des pratiques d'hygiène quotidienne indispensables pour prévenir les risques d'apparition de complications secondaires. Ici, vous les avez tous. Vous avez tous ici les complications liées au diabète. Vous avez les complications microvasculaires et les complications macrovasculaires. Les complications microvasculaires sont la rétinopathie, qui est l'affection oculaire, la néphropathie, qui est
qui cause des dommages au niveau des reins. Vous avez aussi la neuropathie qui cause des lésions nerveuses. Au niveau des complications macrovasculaires, nous avons la maladie cérébrovasculaire, le risque d'accident vasculaire cérébral, qu'on ne souhaite à personne. La maladie cardiovasculaire, le risque de crise cardiaque. Et vous avez au niveau des complications macrovasculaires, la maladie vasculaire périphérique, qui est une mauvaise circulation dans les membres. Donc, si vous voyez bien cette image, vraiment, moi, je pense qu'en tant que directrice, vous pouvez coller ces images-là dans vos bureaux. Comme ça, vous allez pouvoir prévenir cela et puis pouvoir mieux connaître la maladie et surtout faire attention à cette maladie. Et ça vous donne l'occasion de pouvoir montrer aux parents de vos enfants d'éviter tout ce qui est sucré avec leurs enfants et surtout de leur faire penser que si eux, ils sont diabétiques et que leurs parents sont diabétiques, l'enfant peut l'avoir par les gènes. Donc, ça peut être une maladie génétique qui n'a rien à voir avec l'amour des sucreries. Donc, voilà. Alors, ici, on va parler du traitement. Et je débute déjà par une belle pomme verte, hein, du citron vert, un verre d'eau, le stéthoscope, des chaussures de sport, hein, et puis de la bonne salade verte. Tout ça, c'est là que ça commence. Donc, une fois que vous connaissez les symptômes et que vous voulez que vos enfants aient une bonne santé, que le diabète, qu'ils laissent loin le diabète là-bas, donc il faut que vous suiviez ce traitement que je vais vous montrer. Alors, quand on est diabétique, ici, on a plusieurs façons d'être soigné. Vous voyez à votre gauche les piqûres. Ça, c'est les appareils, les piqûres que nous utilisons, les injections que nous utilisons pour s'injecter de l'insuline, c'est-à-dire le sucre artificiel qu'on nous met pour pouvoir un peu avoir de l'énergie et le punch qu'il faut pour pouvoir faire nos activités. Alors, pour tout simplement dire que vous manquez de sucre, l'insuline est là pour remplacer le sucre. Mais quand même, il faut suivre le régime. Voilà, donc ne pas juste dire « je me pique », je ne suivrai pas le régime, je ne prendrai pas mes médicaments. Cela aide toujours de pouvoir soigner cela parce que oui, vous mangez comme vous voulez, mais sans ces médicaments, sans ces traitements, nous ne pouvons pas aller loin. Alors, l'insulinothérapie est le traitement de référence du diabète de type 1. Ce traitement consiste à injecter de l'insuline en sous-cutané. Donc, ça peut se faire facilement par la personne. On n'est pas obligé d'aller à l'hôpital à moins qu'on soit dans le coma. Voilà, donc ce traitement, c'est s'injecter de l'insuline en sous-cutané plusieurs fois par jour. L'objectif étant de compenser le manque de sécrétion d'insuline. Alors, on dit plusieurs fois par jour. Ce n'est pas tout le monde qui va le faire plusieurs fois par jour. Il y a des gens qui peuvent être aux médicaments et ensuite, la nuit, par exemple, on va leur donner l'insuline qui est lente, en fait, pour pouvoir les tenir, pour pouvoir gérer le taux de glycémie tout au long de la nuit. Donc, on peut prendre l'insuline lente la nuit et si c'est vraiment grave, on peut prendre plusieurs fois l'insuline dans la journée et ça peut être l'insuline rapide qui agit en 1 heure ou en 2 heures ou en 3 heures. Donc, tout à l'heure, je vais vous lire les types de produits insuliniques qu'il faut aux diabétiques plutôt pour les prendre. Ne jamais, s'il vous plaît, utiliser ces piqûres, ces injections pour des enfants que vous ne savez pas diabétiques ou même pour vous-même. Donc, avant de prendre ces piqûres-là, ces injections, il faut vraiment l'avis du médecin. Voilà. Avec ça, on ne badine pas du tout. L'injection peut guérir comme elle peut tuer. Donc, s'il vous plaît, ne le faites pas sans avis du médecin. Donc, il y a différentes gammes. Alors, juste pour vous donner un exemple, quand moi je suis enceinte, par exemple, je prends plusieurs fois et plusieurs grosses unités de cette insuline-là. Parce que quand on est enceinte, tout le peu de sucre qu'on a, c'est le bébé qui le prend. Donc, on va dire Alhamdulillah parce que le bébé prend
le sucre que vous avez dans votre corps et vous, on vous injecte le sucre artificiel qui est l'insuline. Donc, moi, quand je suis enceinte, par exemple, je donne mon exemple, c'est l'insuline 4 fois, 5 fois par jour. Et la nuit, je peux prendre l'insuline lente, sinon c'est la rapide toute la journée. Et pour cela, quand c'est aussi grave comme ça, quand l'enfant naît, il est souvent gardé aux soins intensifs pour pouvoir être au moins réveillé pendant 24 heures. Donc, on accouche, mais on voit nos enfants une journée ou 2 jours après parce qu'il faut qu'on stabilise la glycémie de l'enfant. Et c'est pour cela, quand on est enceinte souvent et qu'on a ce type de diabète gestationnel et aussi qui est naturel en vous, hein, vous êtes souvent hospitalisé et vous êtes souvent traité dans les grossesses à risque. Voilà, donc même si le régime ne peut pas être suivi parce qu'on a souvent faim, il faut quand même souvent aller à l'hôpital et être traité assez rapidement pour cela. Alors, plusieurs gammes de produits insuliniques sont là. Vous les voyez devant vous. Il y a l'analogue rapide qui fait 3 à 5 heures son effet. Et ça, on peut, les génériques, c'est l'Humalog, le Novorapide et l'Apidra. Donc, ça dépend. Au Sénégal, je pense qu'on a plus le Novorapide. Voilà. Et l'insuline humaine rapide qui fait 4 à 8 heures, c'est Actarapide, Humulin rapide ou Insuman. Voilà. Et l'insuline humaine d'action intermédiaire qui fait 9 à 16 heures, qui sont les NPH pour Neutral Protamine H-Dorm. C'est l'insuline humaine aussi d'action prolongée, environ 24 heures, ultra tard. Et il y a les analogues qui sont lents, les 20 à 24 heures, Lantus, 12 à 24 heures, ou qui est le Levemir. Donc, il existe 2 voies d'administration de l'insuline. D'accord. Et c'est les injections avec un stylo à insuline. Donc, je ne sais pas où est-ce que... OK, c'est les injections que vous avez là d'ailleurs. Et vous avez aussi la pompe à insuline. Et la pompe à insuline, c'est ce que vous voyez souvent, les gens mettent au niveau du bas-ventre. Et puis, quand ils le mettent, c'est programmé. Ou souvent, dès qu'ils sentent directement que le taux est élevé, ça se pique automatiquement. Voilà. Vous avez aussi des appareils à mesure du glucose en continu, donc qui sont de petits appareils portatifs qui mesurent le taux de glucose et fournissent en continu des informations sur son évolution. Ces informations peuvent aider à améliorer la gestion du diabète et à réduire le risque de complications. Certaines pompes à insuline permettent également d'assurer la mesure du glucose en continu, en plus de leur fonction habituelle d'administration d'insuline. Voilà, mais quand même, la médecine ne cesse d'évoluer et nous avons d'autres horizons thérapeutiques, qui est la thérapie cellulaire. Donc, c'est une technique qu'on améliore souvent, qu'on est en train d'améliorer et par la grâce de Dieu, certainement, ça va sortir et je pense que les diabétiques pourront être heureux de l'avoir parce que vraiment, parfois, c'est embêtant de se promener avec ces outils-là et puis de pouvoir se piquer n'importe où et partout. Voilà. Donc, ici, vous avez un bébé à qui on prend l'insuline. Alors, pour prendre ça, vous voyez la piqûre au niveau de l'image 1. Vous voyez la piqûre. Donc, il faut appuyer sur la piqûre. Vous mettez sur vos doigts. Toujours mettre ça au niveau des points des doigts. Voilà. Et souvent, c'est ce doigt-là qui est utilisé. Je pense que ça s'appelle l'auriculaire, si je ne me trompe. Donc, c'est ce doigt-là qui est utilisé des côtés ou bien ici au niveau du pouce ou n'importe quel doigt, je pense. Et puis là, vous prenez la goutte de sang et vous mettez dans la machine et la machine va vous dire le nombre de grammes que vous avez. Et selon ce nombre de grammes-là, vous pouvez prendre le traitement nécessaire qu'il vous faut. Donc, il y a le stylo à insuline que vous voyez là au niveau de l'image en noir. Donc, c'est le stylo-là que vous prenez. Il y a une façon de le faire. Vous vous piquez en appuyant là-dessus. Vous vous piquez. Vous mettez la bandelette à l'intérieur et puis vous mettez cela et puis ça vous montre comment faire
tout cela. Alors, vous voyez au niveau des images, les 4 petits garçons là, là où on peut les mettre, c'est au niveau derrière les bras, souvent devant, et puis là, au niveau des jambes et parfois derrière. Et cela, nous parlons plus, cette fois-ci, du stylo que vous devez prendre pour vous piquer à l'insuline. Donc, l'appareil noir, c'est pour mesurer votre taux de glycémie et l'insuline, les piqûres que je vous ai montées tantôt, c'est pour pouvoir se piquer, avoir l'insuline nécessaire pour continuer votre journée. Alors, la pompe à insuline, c'est celle que vous voyez là avec le cathéter, hein, pour pouvoir au moins délivrer l'insuline en continu. Donc, la pompe à insuline peut être portée de différentes façons, notamment à la ceinture ou dans une poche à l'intérieur d'un vêtement. Elle délivre l'insuline par un tube placé sous la peau. Et vous voyez l'image comme ça. C'est comme ça que ça marche. Alors, ce qui est nécessaire à savoir, c'est que l'insulinothérapie implique une éducation thérapeutique particulière. Une mesure glycémique régulière et quotidienne est nécessaire afin de limiter les risques d'hypoglycémie. Voilà, ici, nous avons la prévention. D'accord? Je fais en continu parce qu'on a commencé un peu tard. Et puis après, si vous voulez, on peut revenir sur les images s'il y a des questions. Alors, ici, nous sommes dans la prévention. Alors, l'avertissement concernant l'autochirurgie et l'autotraitement. Vous savez qu'il faut surveiller le diabète. L'inspection quotidienne des pieds. Un diabétique ne doit pas se blesser souvent, surtout pas aux pieds parce que c'est source vraiment de dépôt de bactéries. Et quand il y a des choses comme ça, c'est vraiment, ça tend à l'amputation. Hein, et quand c'est maltraité, c'est vraiment dommage et vraiment, on peut perdre son pied pour cela. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment des soins des pieds. Ne pas avoir des coupures au niveau des pieds, les pieds d'athlète. Et sinon, si vous les avez, souvent mettre de l'alcool et puis attacher. Et si vous pensez que 2 ou 3 jours, ça commence à chauffer, allez-y vite voir le médecin. Il y a des produits qu'on peut vous donner pour vous sauver. Alors, il faut donc faire cette inspection-là, c'est nécessaire. Vous avez l'application soigneuse de crème hydratante. Les diabétiques n'ont pas le droit de se dire que non, il fait chaud, je ne me mets pas de la crème ou quoi que ce soit. Il faut toujours hydrater, je dis bien, tout votre corps parce que même si on vous arrache un tout petit peu votre peau, ça peut tendre à l'extrême. Et vraiment, je ne vous le souhaite pas. À partir d'aujourd'hui, essayez de voir, de prendre les mesures nécessaires pour ne pas que vos enfants se blessent en milieu de garde. Et surtout quand vous ne savez pas quelle maladie peut découler de cette blessure-là, faites attention à cela. Alors, le bain de pied dans l'eau tiède, toujours sécher correctement ses pieds. Je parle aussi des enfants. Quand on leur donne des bains, il faut toujours vraiment sécher l'enfant, les petits doigts, les orteils, entre les doigts et tout. Donc, il faut vraiment que tout soit séché. Le port de chaussettes propres et sèches de préférence, celles conçues pour les diabétiques. Il y en a et ça existe. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire affaire avec des gens que vous connaissez en Europe, aux États-Unis, en Amérique. Et ils pourraient toujours vous en donner, vous en acheter là-bas. Alors, des consignes, c'est de ne pas souvent laisser les enfants marcher pieds nus. Donc, évitez des choses qui blessent les enfants dans les garderies. Évitez qu'ils puissent se blesser avec les jeux que nous avons à l'extérieur. Donc, c'est très, très, très important pour prévenir tout cela. Donc, le port de chaussettes au lit. C'est important aussi de porter les chaussettes au lit parce que la nuit, quelque chose peut arriver, vous pouvez descendre, vous blesser, etc., etc. Et puis aussi, en le faisant, vous pouvez aussi ne pas créer cette humidité aussi qu'il faut. Et quand je dis chaussettes, je dis bien des chaussettes en coton. Il ne faut pas aller porter des chaussettes en polyester. Sinon, ça, c'est comme si vous aggravez votre situation. La coupe minutieuse des ongles de pied. Hein, utilisez des coupes-ongles vraiment stérilisées. Hein, essayez de mettre de l'alcool sur les coupes-ongles avant de pouvoir les utiliser ou tout autre appareil que vous allez utiliser. Vraiment nettoyer. Nettoyer ça, vraiment désinfecter avant de l'utiliser. Voilà, toujours vérifier les chaussures s'il n'y a pas des choses qui peuvent vous blesser, etc., etc. Donc, voilà ce que je vous dis dans la prévention. Et il y a aussi le fait de manger équilibré, hein,
surveiller son poids surtout, limiter le tabac et l'alcool, hein? Voilà, et puis surtout, faire du sport, c'est vraiment important, comme nous l'avons déjà fait pour le cancer du sein. J'ose croire que nous pouvons continuer à le faire. Et je pense que l'année prochaine, Mme Kumba, vous pourrez toujours essayer de voir comment nous pouvons créer ce genre de journées-là ou des journées où nous allons faire des ateliers, ouvrir des stands d'explication aux gens. Pourquoi pas passer la journée ensemble au lieu de manger du tchèp, qu'on puisse prendre des crudités et bien les manger. Parce que là, quand on est ensemble, on est porté à manger du riz et des choses comme ça, alors qu'il y a le riz brun qui existe et qu'on peut utiliser et qui est très bon. Voilà, donc manger équilibré, faire du sport. Vous voyez là un beau vélo en légumes. Donc, quand vous voulez faire du sport là, pensez à ce vélo en légumes. Hein? Donc, vous avez des fruits et légumes que vous devez manger, des tomates. Hein? Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle souvent des produits locaux, le nebedaï, que vous pouvez utiliser pour pouvoir manger en poudre, mais pas extrêmement, parce que ce que les gens oublient, c'est que le nebedaï est un bon médicament pour le diabète. Il soigne bien, mais il ne faut pas trop exagérer là-dessus parce que c'est un médicament. Ce n'est pas juste un produit local qu'il faut utiliser d'une manière abusive. C'est un produit qui guérit. Voilà, donc on ne peut pas prendre le nebedaï et y mettre en même temps ces médicaments de diabète. Voilà, donc ça peut créer un autre souci. Par exemple, un diabétique qui prend, par exemple, des comprimés, comme le Galvusmet, ne peut pas prendre le comprimé et tout de suite prendre, par exemple, les pamplemousses. Ça peut lui faire des palpitations extrêmes qui peuvent amener à la mort. Donc, il faut éviter cela aussi. Vous avez ici, à votre droite, la pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire que je vous laisse tout à l'heure expliquer par Madame Mamkumba, la présidente de la commission équilibre alimentaire. Alors, dans cette pyramide-là, je vous dis brièvement que c'est ce à quoi il faudrait pousser les enfants à manger dans nos structures. Manger sainement pour avoir une alimentation, pour se permettre en fait de bouger, de bien bouger. Voilà, donc ça peut aider cette pyramide à manger d'une manière équilibrée et ça apporte les éléments nutritifs indispensables au corps de l'enfant. Et pour que l'enfant reste en bonne santé, il faut que l'enfant consomme chaque jour des aliments avec les proportions qui sont indiquées. Et je pense que la commission santé-nutrition la commission équilibre alimentaire pourra nous édifier là-dessus. Alors ici, je vais essayer de récapituler un peu en parlant du diabète en milieu scolaire. Je pense que j'en ai parlé tout au long de l'exposé. Alors, la gestion du diabète en milieu scolaire est très facile. C'est très, très, très facile. Si vous préparez déjà vos menus d'avance, vous saurez ce que vous devez préparer pour les enfants, et les enfants vont les manger. Créez votre jardin vert et les enfants apprendront à prendre ce que vous avez, ce qu'eux-mêmes ont cultivé avec vous. Donc, il n'y a pas de problème pour cela. Essayez encore une fois et habituez les enfants à manger des fruits et légumes et les portions qui sont normées. Voilà. Donc, créez-vous un plan d'urgence aussi. Quand vous voyez des signes d'hyperglycémie et d'hypoglycémie, vous avez une belle image ici qui représente l'enfant en hyperglycémie, des maux de tête, la soif, la bouche est sèche, la fatigue et l'enfant urine souvent. Donc, quand c'est hypoglycémique moderne, c'est des vertiges. Vous voyez l'enfant en sueur, l'enfant a faim et des douleurs abdominales peuvent surgir, les tremblements, la pâleur et la fatigue. Tout ça, ce sont des signes que vous devrez pouvoir reconnaître chez l'enfant et puis pouvoir l'aider et voir un plan d'urgence que vous devez mettre pour pouvoir aider ces enfants-là à ne pas tomber dans le coma, s'il vous plaît. Donc, je vous suggère aussi de créer des cartes pour agir rapidement en cas de coma dû à l'hypoglycémie.
quand je parle d'une carte, c'est-à-dire c'est les papiers que je vous disais tout à l'heure de faire. Mais là, ça, au lieu que ce soit le papier qui va accompagner le médecin du SAMU qui va venir ou le parent qui va venir chercher l'enfant, parce que c'est des informations dont on a besoin en cas de danger ou en cas de mort. Donc, vous pouvez vous créer quand même une carte comme les cartes que nous avons, par exemple, des badges, hein, des badges hein, que vous avez, avec l'information, le nom de l'enfant, le prénom de l'enfant, la date de naissance de l'enfant, le lieu de naissance de l'enfant, les problèmes pathologiques de l'enfant. Donc, moi, dans ma garderie, j'utilise la fiche de visite, la fiche médicale. Et dans cette fiche-là, qui est de 2 ou 3 pages, je crois, je pose toutes sortes de questions concernant l'enfant. Et vraiment, si vous vous munissez de ce document-là, la fiche médicale, il n'y a rien que vous ne pouvez savoir chez l'enfant. Les habitudes de l'enfant, vous les connaîtrez et tout. Donc, dans ce papier-là, c'est un petit résumé de ce que vous connaissez de l'enfant. Si l'enfant est diabétique, écrivez-le en rouge pour éviter que quand l'enfant doit être sauvé, qu'on dise que non, l'enfant est tombé dans les vapes, on va lui mettre du sérum glucosé. Alors que ça, là, c'est vraiment amener l'enfant vraiment dans les lieux arides là et ce n'est pas vraiment souhaité. Donc, munissez-vous de ces informations hein, quand vous avez quelqu'un. Si vous connaissez une de vos enseignantes qui ne panique pas quand il s'agit des choses comme ça, couchez l'enfant, prenez-lui, faites appeler le SAMU par quelqu'un d'autre et vous mettez-vous aux soins de l'enfant. Mesurez le taux de glycémie de l'enfant. Hein? Regardez combien il a. Si vous voyez que c'est un problème de manque de nourriture, appelez le parent, demandez-lui si l'enfant n'a pas mangé ou pas. Hein? Prévenez le parent tranquillement. Faites-le venir ici et dites aux parents que vous avez appelé les SAMU. Donc, je pense que si vous faites cela, vous serez bien encadré pour faire cela. Alors, ici, il faut veiller à l'alimentation, hein? À l'alimentation du tout petit. Donc, je le répète, boire beaucoup d'eau, hein? 1,5 litres par jour pour l'enfant, c'est trop, mais au moins, essayez de lui donner beaucoup d'eau. Des céréales et pommes de terre, fruits et légumes, produits laitiers, viande, poisson, produits de remplacement, corps gras pour le pain et la cuisine. Il y a des extras. Et ça, je pense que vous allez. Et j'aimerais bien aussi que dans votre structure, que vous créez au moins une aide aux jeunes diabétiques. Donc, avec les parents, travaillez là-dessus. Et puis, comme ça, tout ce que le parent sait, il vous le dira. Et vous, tout ce que vous savez, vous leur direz. Et ensemble, vous pourrez créer vos plans d'urgence, accepter à faire ces cartes-là, etc. Donc, là, je vais vous remercier de m'avoir écouté. Hein? Et vraiment vous dire que je suis ravie de faire cet exposé-là. Je n'ai pas encore regardé voir si les médecins sont présents dans le groupe pour pouvoir leur laisser la parole. Mais je pense que ça, c'est un exposé quand même qui englobe tout parce qu'au moins, j'ai parlé des crèches et j'ai parlé au moins de la maladie en général, des choses terre à terre et élémentaires que nous devions savoir sur le diabète. Je vous remercie beaucoup et voilà ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez ouvrir vos micros et si vous avez des questions, vous les posez. En attendant, ensuite, on va passer au plan d'action de la commission nutrition pour pouvoir pour que nous voyions ensemble qu'est-ce que la fédération peut faire par rapport à cela. Merci beaucoup. Vous pouvez ouvrir vos micros. Est-ce que c'est bon? Voilà, nous avons Sini. Bonsoir, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, bonsoir Sylvie. Bonsoir Merci Sini, beaucoup. comment tu vas?
Je vais très, très bien. Et toi? Parfait. Ça va très bien, oui. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à vous pour l'invitation. Ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Voilà. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. Je vais laisser la parole à Sini, qui est une nutritionniste. Ensuite, on va donner la parole à Madame Mamkumba. Alors, Sini, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup encore, Sylvie. Et merci pour cette belle exposition. Malheureusement, j'ai pu me connecter que vers la fin. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris de la conclusion, tu as beaucoup parlé d'expliquer ce qu'est le diabète, comment est-ce ce qu'il faudrait faire pour éviter que ça arrive, surtout chez les petits. Donc, merci en tout cas pour l'exposer. Donc, moi, je vais juste essayer de compléter un peu en parlant peut-être des 1000 premiers jours d'une façon un peu plus globale et comment ça peut impacter sur la santé de l'enfant et aussi comment est-ce que ça pourrait permettre d'éviter les risques du diabète chez les jeunes enfants. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, les 1000 premiers jours, ça correspond à la période qui va de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Donc, de moins 9 mois, quand on s'apprête à faire le bébé, jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et durant cette période, en fait, il y a différentes grandes étapes qui vont être d'abord la grossesse, même un peu avant la grossesse, quand on a le projet de bébé. Ensuite, c'est l'accouchement, l'allaitement, la diversification alimentaire. Et en fait, on dit que durant cette période, tout ce qui se passe, ça a des répercussions sur la santé future de l'enfant. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en fait, cette période, c'est une fenêtre d'opportunité qui permet de construire tout le capital santé futur du jeune enfant, donc de l'adulte de demain. Et du coup, en bonne pratique qu'on recommande, donc par exemple, juste quand on a des projets de bébé, bon, des fois, ça peut arriver que le bébé est là, comme des fois, ça peut arriver où c'est vraiment un projet de bébé. Et du coup, quand on a ce projet de bébé, généralement, il y a la fortification en acide folique qu'on recommande en tout cas aux femmes enceintes qui va permettre la bonne formation du fœtus. C'est la vitamine B9. Donc, généralement, on recommande ça aux femmes enceintes de prendre cela. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au fait, ce n'est pas que la mère qui doit beaucoup prêter attention, en tout cas quand il y a ces projets de naissance. Il y a aussi le papa qui a un rôle à jouer dessus. Comme par exemple, il y a des études qui ont montré que si un papa a l'habitude de fumer, mais le tabac, ça va influencer sur la qualité des spermatozoïdes et du coup, après sur le fœtus. Et donc, on recommande en tout cas aux parents, que ce soit la maman ou le papa, s'il y a en tout cas du tabagisme à la maison, de stopper cela avant en tout cas qu'il y ait ce bébé qui est en cours et après, on suit la période. Donc ça, c'est juste 2 highlights que je mets en avant sur l'étape de la conception qui peut vraiment influencer sur la santé de l'enfant. Pareil, si les parents ont l'habitude de manger trop gras, trop sucré, ça peut aussi avoir des répercussions sur la santé future du bébé. Et du coup, ce qu'on recommande après aux femmes enceintes, du coup, lors de la grossesse, qui est vraiment une étape très, très importante qui permet de construire le capital santé futur de ce bébé, ça va être que la femme enceinte devrait manger varié, diversifié. Moi, j'aime beaucoup dire que la femme enceinte mange des aliments qui soient vivants, donc pas des aliments ultra transformés, donc que ce soit des fruits, des légumes, parce que ça permet de préserver toutes les vitamines, les minéraux, donc le fait qu'on mange vivant, et c'est très bien pour le développement du bébé dans le ventre, in utero. Et aussi le fait que la maman aussi devrait éviter de manger gras, parce que ça impacte quand même. Si les mamans ont l'habitude de manger des choses trop grasses, malheureusement, dans notre quotidien, souvent, on mange quand même assez gras. Donc, en tout cas, durant cette période, si on peut faire le maximum pour essayer de préserver comme on peut, en tout cas, de mettre toutes les chances de notre côté pour le petit, ce serait bien d'éviter de manger des choses un peu trop grasses, on va dire. Et du coup, après, je ne vais pas trop mobiliser la parole, là. Je balaye juste très, très rapidement. Après, je vais laisser Mamkumba.
Ok. Je vais laisser Mme Kumba détailler tout le plan qui a été prévu pour la partie nutrition. Et du coup, donc après la grossesse, on peut arriver à l'étape de l'accouchement. Et du coup, là, moi, j'aime beaucoup parler de l'allaitement, surtout durant les premiers jours. Donc, au début, il y a le lactosérum qui vient. Et ces temps-ci, au fait, ou même quelques années en arrière, les gens ont l'habitude de dire commencent à dire qu'au fait, c'est un mauvais lait, le premier lait qui sort. Donc, ils disent, ah, mais au bébé, enfin, c'est pas un bon lait parce que la couleur change. Donc, ils demandent aux mamans de tirer ce lait, de le verser pour que l'autre lait arrive. Alors que, en fait, ça, c'est vraiment le premier vaccin de l'enfant. En fait, c'est vraiment le top pour le bébé. Et ça a vraiment tous les nutriments, tous les oligo-éléments dont l'enfant a besoin pour l'accompagner dans ce nouveau monde qu'il va découvrir. Parce que faut savoir qu'avant, il était dans le ventre de sa maman, il était tout protégé partout. Et d'un coup, il arrive dans un environnement qu'il ne connaît pas. Et comme la nature est tellement bien faite, en tout cas, quand les mamans peuvent le faire, ça peut arriver que les mamans n'ont malheureusement pas la possibilité d'allaiter, mais en tout cas, quand elles peuvent le faire, c'est vraiment très, très important de pouvoir donner à l'enfant le lactosérum, donc ce premier lait qui va permettre de le préserver et de limiter, comme j'ai envie de dire, les risques qu'il puisse avoir après des maladies qui puissent influencer en tout cas sa croissance. Et après, derrière, donc ça va plus rejoindre la partie diabète, c'est la partie diversification alimentaire. Juste avant la diversification alimentaire, il y a aussi l'allaitement. Donc, moi, j'aime vraiment recommander les mamans quand elles peuvent vraiment d'allaiter parce que le lait maternel, c'est vraiment l'aliment naturel pour le bébé. Et la nature est tellement bien faite qu'il y a vraiment tous les éléments nutritionnels dont le bébé a besoin de 0 mois jusqu'à ses 6 mois. Malheureusement, actuellement, dans la société où on est, on remarque que les durées d'allaitement commencent à baisser de plus en plus comparé à du temps de nos mamans. Et peut-être qu'aussi, du côté des crèches, il faudrait essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour accompagner en tout cas les mamans qui souhaiteraient continuer d'allaiter. Parce que des fois, souvent, quand elles doivent aller au travail, déposer l'enfant à la crèche, ça fait que souvent, elles arrêtent l'allaitement. Peut-être qu'aussi ce serait intéressant du côté, en tout cas, des structures, de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait essayer de promouvoir davantage l'allaitement, même quand la maman reprend le boulot et même quand le bébé est en structure, en école maternelle, par exemple. Donc ça, c'était juste la petite parenthèse, comme je sais que voilà, c'est la fête saine, du coup, j'en profite pour faire passer un peu mon message. Et du coup, après, donc, on arrive à la diversification alimentaire. Okay. Et là, en fait, c'est vraiment super important pour réduire les risques de diabète chez l'enfant. Au-delà que ça peut être héréditaire, si les parents sont diabétiques, il y a de forts risques que l'enfant le soit si son alimentation n'est pas adéquate. Et du coup, ça, c'est d'autant plus important si les parents sont diabétiques de faire attention, en tout cas lors de la diversification alimentaire, parce que c'est à cette période-là aussi que se construit, comment dire, que se construit les habitudes de l'enfant, les goûts du bébé. Voilà, que se construit les goûts et les préférences du bébé. Même ça se construit déjà in utero, hein. Comment la maman a l'habitude de manger quand elle est enceinte, ça peut faire que aussi le bébé peut avoir des préférences pour les aliments plus sucrés, pour les aliments plus acidulés. Ça commence déjà in utero. Mais là, lors de la diversification, un des conseils, en tout cas, qu'il faudrait partager aux parents, c'est quand ils commencent à donner de nouveaux aliments aux enfants, ne pas commencer par les fruits, vraiment, ou par des jus, tout ça, parce que comme c'est sucré et que nous tous, on a une appétence innée pour le goût sucré, donc tout de suite, on va adorer le goût sucré. Et après, quand on va vouloir donner des légumes, souvent, on rencontre des problématiques où l'enfant refuse de manger les légumes et veut manger que des fruits. Et généralement, en fait, c'est quand on donne à l'enfant des produits sucrés au début lors de la diversification alimentaire. Du coup, c'est plus recommandé de commencer à lui donner d'abord des légumes, comme ça l'enfant goûte.
parce que son palais, c'est différent d'une autre. Donc, un légume que nous, on peut trouver peut-être fade, peut-être entre guillemets fade, mais chez l'enfant, c'est quelque chose qui a beaucoup de goût parce que avant, il était habitué qu'à boire son lait maternel qui varie entre le matin, le soir. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, c'est quand même de nouveaux aliments qu'on introduit et lui, son palais va essayer de s'y habituer petit à petit. Donc vraiment, il faut éviter de commencer par les produits sucrés dans la diversification alimentaire. Et après, derrière, au cours de cette diversification alimentaire, vraiment varier ce qu'on propose à l'enfant, diversifier, ne pas toujours lui donner la carotte, pas tous les jours de la carotte, pas tous les jours de la bouillie, par exemple, même si ça peut être quelque chose de très complet, mais il faut vraiment varier ce qu'on donne, des céréales, des fruits, des légumes, des protéines animales, pourquoi pas, mais vraiment varier ce qu'on donne à l'enfant. Et généralement, ici, dans notre société, on a l'habitude de donner le rouille, donc, qui est une bouillie de mil au bébé. Donc, le mil, c'est vraiment très, très bon pour la santé de l'enfant. Sauf que des fois, le seul hic, c'est que parfois, les parents, ils mettent trop de sucre dans la bouillie, ce qui fait qu'au final, ça va perdre un peu ses propriétés nutritives parce que y a du sucre blanc qu'on va rajouter dans cette bouillie. Et ce sucre est néfaste chez l'enfant. Si le sucre, c'est vraiment une drogue. Et dans notre société, on commence à droguer, mais il faut le dire, mais on commence à droguer les enfants dès le bas âge. Alors, donner des produits sucrés, que ce soit à travers des jus, de la confiture, tout ça. Il faut vraiment qu'on essaie d'éviter cela. Et du coup, il y a aussi le fait qu'il faudrait répéter l'exposition des aliments qu'on donne à l'enfant. On ne va pas un jour proposer à l'enfant des légumes et se dire que mon bébé n'a pas mangé, se dire que ça y est, lui, il n'aime pas du tout les légumes, il n'aime pas du tout, je sais pas moi, la betterave alors qu'il a mangé qu'une fois. Il faut vraiment répéter l'exposition parce que c'est comme ça que les enfants vont s'y habituer. Et si l'enfant refuse, modifier la présentation de l'aliment, changer, mettre ça dans des assiettes colorées ou dans des bols colorés avec des cuillères, ou laisser carrément l'enfant mettre sa main lui-même, essayer de manger de lui-même, parce que des fois, il va se dire « Ah, ça y est, je suis grand, je mange de moi-même » et ça peut l'inciter au final à vraiment bien manger. Et du coup, donc, voilà, lors de la diversification alimentaire, vraiment éviter les produits ultra transformés, les produits qui contiennent du sucre, surtout du sucre blanc, parce que le sucre, il est naturellement présent à travers l'amidon dans des céréales ou bien à travers le fructose dans les fruits. Mais ce qu'il faut vraiment éviter, c'est qu'en plus, on a l'habitude de consommer des jus qui vont être du sucre blanc rajouté dans nos aliments. Et du coup, si l'enfant a été habitué, en tout cas dans son entourage, ou à manger souvent des produits sucrés, et ben du coup, lui, des études ont montré qu'à l'âge adulte, cet enfant peut être à risque de diabète parce qu'il va avoir une appétence pour tout ce qui est goût sucré. Il va vouloir manger que du sucre. C'est ça qu'il aime parce qu'il a été habitué à manger cela quand il était tout petit. Et c'est pour ça que je répète que vraiment, cette période des 1000 jours, c'est très, très important pour construire tout le capital santé de l'enfant. C'est durant cette période, l'enfant mange sucré. À l'adolescence, il va aimer davantage les produits sucrés. Et qui dit manger davantage des produits sucrés, il y a tous les risques qui vont avec, que ce soit le diabète, que ce soit après des maladies cardiovasculaires. Donc, vraiment faire attention à ce qu'on donne à l'enfant durant cette période de manière générale. Et après, quand l'enfant rejoint le plat familial, généralement à 1 an, ici dans notre société, on voit que l'enfant rejoint déjà le plat familial, mais il faut juste se rappeler qu'il reste encore un bébé et qu'il a des besoins spécifiques qui sont différents de nous, les adultes. Ils n'ont pas besoin des produits qui ont du sel, pas besoin des produits sucrés, pas de produits avec des graisses saturées. Donc, vraiment faire attention à ce qu'on donne à l'enfant jusqu'à ses 2 ans. Donc, c'était vraiment ma contribution par rapport au diabète, mais plus la diversification d'une manière générale, plus la nutrition d'une manière générale. Mais après, avec ce que Mme Kumba va proposer à travers
le plan d'action, on verra comment est-ce qu'on pourra plus approfondir chaque sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sini. Merci, c'est bien gentil, surtout d'avoir donné de ton temps aujourd'hui pour nous. Et Sini est une nutritionniste. C'est Sini qui fait quelle marque encore? Oui, je suis la promotrice de l'entreprise Le Lionceau. On fait des aliments pour les bébés. Voilà. Donc, voilà, elle vous l'a dit elle-même. Donc, c'était la promotrice des aliments, les lionceaux, que vous entendez souvent. Un beau mélange qu'elle fait avec du nebedaï et de belles choses. Et donc, la voilà dans notre fédération. Et vraiment, merci pour ce que vous nous avez dit tout de suite, qui est d'une importance capitale pour nos structures. Et si nous voulons aider les enfants à bien se développer et surtout, si nous voulons sensibiliser les mamans à prendre, comme tu dis, l'acide folique quand on est enceinte, cet acide qui aide vraiment à ce que les bébés ne développent pas des maladies, la trisomie, etc., la trisomie 21, etc. Et ce lait, si je me trompe, qu'on appelle, c'est pas le méconium, hein, le méconium, c'est les premiers caca. Donc, le premier lait qu'on prend là, qui est vraiment Le lactose. oui, voilà. Donc, ce lait-là qui est très important pour le développement de l'enfant. Merci en tout cas, Madame Sini. Et j'aimerais savoir si les gens qui nous écoutaient là, vous n'avez pas de questions à Sini? Si, j'ai une question. Madame Diop, Madame Diallo, comment ça va? Ça va bien, merci. Voilà, vas-y. Bonsoir tout le monde et merci beaucoup pour ce webinaire. Très, très important pour nous qui avons des structures qui recevons. Moi, je me pose la question, non, je pose la question à Madame Kenny. Oui. En général, les enfants qui ont une maladie, quand ils sont tout petits, avec le temps, la maladie a tendance à disparaître. Est-ce que le diabète en fait partie? C'est pas, quand on dit maladie, excusez-moi, quand on dit maladie, c'est que ça soit diagnostiqué. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, à l'accouchement, quand on pique l'enfant, on sait que l'enfant est en hypoglycémie. Là, on lui donne le traitement de 2 jours. Mais cela ne veut pas dire que l'enfant reste diabétique. Ce diabète-là peut disparaître, mais c'était juste un diabète qui était lié à sa naissance et à ce que la maman faisait, avait pris ou le traitement qu'elle prenait pendant qu'elle était enceinte. Mais quand même, moi, je continue à penser que le diabète peut disparaître si on y prend soin. Voilà. Donc, si on suit bien le traitement, donc le diabète peut être porté à disparaître. Mais un enfant qu'on dit diabétique et qu'il n'est pas bien traité, il va toujours rester sous traitement parce que le diabète gâte beaucoup de choses au niveau de notre corps. Donc, c'est vraiment, comme je dis, sournois. Et ce n'est pas une maladie qui, quand c'est diagnostiqué, va disparaître d'un coup. Il faut vraiment un tollé de suivi pour que ça puisse partir un jour ou que l'enfant puisse au moins stabiliser le diabète ou la personne puisse stabiliser le diabète, c'est-à-dire avoir les normes. Ce qui est normal au niveau du taux, c'est juste ça, mais cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter les médicaments. Mais si vraiment tu vas en deçà de ce qu'il faut, là, on peut penser que le diabète peut disparaître. Quand même, on peut quitter l'insuline pour être aux médicaments. Donc, ça, c'est déjà bon. Donc, quand on mettait de l'insuline, on peut arrêter l'insuline pour retourner aux médicaments. Donc, ça, c'est les effets de la stabilité du diabète. Est-ce que je réponds à ta question? Bon, plus ou moins, c'est juste pour savoir si ça s'arrête ou bien c'est pour toute sa vie. Bon, quand on est diabétique, comme je dis, ça peut être pour toute la vie. Maintenant, ça dépend du traitement que tu es en train de prendre. D'accord, je comprends maintenant, je comprends. D'accord. Compléter très légèrement, Sylvie a vraiment tout dit. Et juste que pour les personnes qui sont diabétiques, surtout si
niveau hérédité, les parents sont diabétiques, ces personnes sont exposées en tout cas à avoir le diabète, sont plus exposées à avoir le diabète. Mais comment il faudrait faire, c'est vraiment bien revoir son alimentation, parce que pour moi, l'alimentation, c'est la base de tout. Nous sommes vraiment ce que nous mangeons et on a beaucoup de sucre aussi caché. Des fois, dans notre entourage, on peut avoir un parent qui veut te dire « Ah, c'est mon sucre, mon sucre est monté, et alors qu'elle n'a pas mangé de sucre. » Et ben, tu lui demandes « Qu'est-ce que tu as mangé à midi ?» Elle va te dire « Ah, c'est le riz, du tchèp. » Ben oui, le tchèp, c'est du gluten. Pardon, c'est de l'amidon. Et de l'amidon, ben, c'est du sucre. Ça reste quand même du sucre. Et du coup, pour ces personnes diabétiques, en tout cas, pour réduire le risque que ces personnes tombent malades plus souvent, ou vraiment d'éviter le fait que le diabète soit très présent, parce que tu peux avoir des personnes qui sont diabétiques, mais que ça ne se voit même pas, et que bon, ils sont juste un terrain diabétique, mais que voilà, ils ne tombent pas malades. Et tout ça, ça se joue vraiment à travers son alimentation, et surtout d'éviter de manger tout ce qui est sucre caché, au-delà du sucre blanc qu'on a l'habitude de voir. Et juste par rapport à tout à l'heure, avec le lait dont on parlait avec Sylvie, le premier lait qui sort chez la maman, c'est le colostrum. D'habitude, à chaque fois, je dis le lactostrum, je me trompe. Mais et moi, je l'appelle méconium, imagine-toi. Bon, voilà, c'est le colostrum ou petit lait. Voilà, parfait. En tout cas, merci beaucoup, Sini, pour le rajout aux explications. Je vois une certaine Laure ici. Est-ce que c'est le médecin qu'on attendait? Non, c'est pas elle. Et Marine Dour, celle-là, je la connais bien. C'est Rose Nour, nutritionniste qui est au Canada. Rose, est-ce que c'est bien toi? Non, je suis aux États-Unis. Ah, Rose, tu es aux États-Unis maintenant? Oui. Parfait. Rose, comment tu vas? Ça va bien. D'accord. Est-ce que tu peux y avoir un mot à dire aujourd'hui? C'est un sujet que tu connais très bien en tant que nutritionniste. Je connais ce sujet un peu, mais pas trop concernant les enfants. OK. Parfait. Et comme la précédente a dit, elle a résumé un peu, il faut éviter de manger tout ce qui a du sucre caché. Parfois, on dit aussi que les fruits sont bons, mais il faut savoir manger quels fruits, puisque la majorité des fruits ont des sucres qui sont cachés. Donc, c'est quelque chose, je dirais, boire beaucoup d'eau, ça aide plus. Oui. Ça aide plus, quel que soit ce que tu manges, essaie de boire beaucoup plus d'eau au lieu de prendre du jus. D'accord. Le jus, ça ne va que empirer, surtout chez les enfants. Déjà le bas âge, quand tu as déjà chez ton enfant, faites l'effort de ne plus manger trop de sucre dans la maison pour que l'enfant soit habitué. Parce que quand on est habitué dès le bas âge, ça continue. Oui, c'est vrai. Ça continue, c'est difficile d'arrêter. Donc, si tu as déjà ça ou bien tu sens que c'est déjà proche de la famille, les grands-parents, quelqu'un a, alors là, il faut commencer chez l'enfant dans la maison. Donc, c'est ce que je peux envoyer comme apport aujourd'hui. Parfait. Merci. Merci beaucoup à toi. Et Rose Ndour, est-ce que tu es là? Marine Ndour, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Parfait, Rose. Ça va bien? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Alors, bon, je suis rentrée dans le live parce que ça faisait un moment et le sujet m'intéressait aussi. Okay. Bon, je dis bonjour ou bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, bon, le diabète chez les enfants, on en a tous peur, je pense. Surtout moi de mon côté, mais depuis l'année dernière, j'essaie au maximum de réduire le sucre. Par exemple, ils ne prennent plus le petit déjeuner avec le sucre, plus jamais. C'est le lait, un peu de chocolat et pain beurre, pas de jus à l'école, plus de jus à la maison. C'est très difficile, même pour les adultes. Mais c'est une rigueur qu'on essaie d'instaurer. Et j'avertis aussi l'école, surtout pour le petit de la maternelle, pour dire qu'il ne faut pas qu'on lui donne du jus, même s'il y a des anniversaires. Je ne veux pas faire trop de privation,
Mais je me suis dit au moins pour habituer vraiment leur corps à avoir moins de sucre, parce que je sais qu'ils vont manger des bonbons par-ci, du chocolat par-là, etc. Mais essayer au maximum d'éviter tout ce qui est boisson sucrée et le sucre à la maison pour le petit déjeuner, pour les goûters, etc. Pour l'instant, ça marche. On verra. Je me suis donné 2 ans pour changer leur papille gustative, entre guillemets, adultes comme enfants, parce qu'on a des diabétiques dans la famille. Et puis voilà, après le prochain combat, ça sera réduire au maximum le riz. Et puis voilà quoi. Parce que pour mon petit qui est autiste, j'ai rencontré beaucoup d'enfants dans leur centre qui sont atteints de diabète, du diabète. Et ça m'a intriguée parce que c'était encore plus difficile à gérer. Donc, je préfère prévenir, en tout cas avec les moyens du bord, avec des restrictions à la maison et à l'école si j'y arrive, plutôt que de devoir gérer ça après. Voilà. Parfait. C'est bien. Merci beaucoup, Marie-Ayam. Je me suis trompée de Marie tout à l'heure, de Rose Nour. C'est Marie-Ayam. Voilà. En tout cas, parents d'élèves. Voilà, parents d'élèves. Merci beaucoup à vous, Laure, et à Marie Ndour. Merci pour vos interventions. Et comme vous dites, c'est vrai qu'avec un temps, quand on prend un certain temps et qu'on élimine le sucre de son corps, là, on perd du poids d'une bonne façon et puis on commence à marcher et à avoir une vie saine. Voilà, donc c'est juste une question d'habitude et les enfants pourront le faire facilement. Alors maintenant, on va passer, si vous n'avez pas d'autres questions, chers participants, on va passer maintenant à Mankumba qui va nous présenter son plan. Bonsoir tout le monde. Merci Bonsoir, Sylvie. Mankumba. Merci Sylvie et Sylvie qui a participé encore là, je me rappelle. En tout cas, c'est vraiment intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, franchement, sur le diabète des enfants. Je connaissais vaguement, mais pas dans les détails. Donc, je peux dire l'exposé vraiment, Sylvie, tu l'as réussi. Et on a voilà. Alors, par rapport à notre plan d'action, si tu arrives juste à me partager ton écran, là, je puisse détailler un peu voilà, ce qu'on a commencé à travailler. Alors, donc, les actes retenus sont les 3 mois à décliner, voilà, les activités. Donc, en premier point, nous allons faire des ateliers. Je pense que c'est parti. Nous allons faire des ateliers sur les thèmes. Je lis en même temps. On fait pas, sur le thème de la nutrition. Oui, bon, ça va. Je connais un peu les titres. On va faire des ateliers sous forme de webinaire, voilà, sur les enjeux de la nutrition. En premier, donc, ce sera divisé sous forme de thèmes. Et que voilà, avec, je ferai l'introduction et puis on aura des invités, notamment des nutritionnistes ou des médecins, voilà, des spécialistes qui vont plus nous aiguiller, nous donner plus de détails et de choses sur voilà, la bonne nutrition pour le tout petit, en gros. Alors, en deuxième point, on va faire des recherches de partenaires. Donc, recherche de partenariat pour pouvoir acheter à des prix moins chers, par exemple, pour pouvoir acheter des fruits, des légumes, tout ce qu'on peut consommer dans les... Excusez-moi, il y a un micro qui me casse les oreilles un peu. Je ne sais pas si c'est le micro de qui, si c'est juste possible de... Non, tout est fermé, je crois. Tout est fermé. Ouais. Ah, j'ai un son là derrière. Non, là, c'est bon. Voilà. Attendez, je vais revenir à la page d'écran. Oui, et ton micro, bon. Peut-être qu'il faudrait que tu l'enlèves. Peut-être que c'était mes écouteurs. Voilà, non, bon. Je pense que c'est le micro de Gabriel Kandé. Parfait, c'est faux. Ouais. Merci, ça va. J'ai enlevé mes écouteurs. Normalement, il marche bien. Alors, j'en étais au deuxième point. Donc, on va faire des recherches de partenariat avec des producteurs
Et pour pouvoir acheter des produits vraiment, si on peut avoir des produits bio, naturels, des produits sains, et que si on arrive vraiment à aussi éliminer toutes les intermédiaires, c'est-à-dire on pourra acheter du producteur au consommateur, ce serait trop bien. Non seulement ça va enlever le coût du produit, qu'on va acheter des légumes moins chers, on va acheter des fruits moins chers, et puis voilà, il n'y aura plus d'intermédiaires, et puis on saura qu'est-ce qu'on va cuisiner pour les enfants, qu'est-ce qu'on leur donne à manger. Donc là, normalement, c'est en pourparler avec, il y a un producteur à qui j'ai contacté. Il faut juste peut-être finaliser ou voir comment on peut faire ce partenariat. On a aussi comment dirais-je là, c'est une fondation aussi qui travaille avec les producteurs. Donc, dans le but de ne pas acheter des produits aussi pas chers aussi. Donc, ça peut nous faciliter. En tout cas, pour ces deux côtés-là, on a deux moyens à exploiter. Voilà. Et en troisième point, oui, dans ce deuxième point aussi, nous avons un projet pour faire une ferme pour la fête saine. Donc, c'est nous qui allons produire nous-mêmes nos fruits et légumes. Pourquoi pas aller jusqu'à faire des œufs, pourquoi pas aller jusqu'à faire du lait, du fromage. En tout cas, ça peut être un projet très intéressant. Mais, oui, attends, je fais quelque chose, Mimi. Va voir Aaron, s'il te plaît, il va te le donner. Va voir Aaron, merci. J'arrive, 2 minutes, chérie, j'arrive. Alors, en troisième point, donc là, c'était le projet de la ferme, c'était le troisième point. Excusez-moi, je suis allée un peu en avance. Et en quatrième point, on va travailler sur des recettes pratiques, saines et équilibrées, diversifier l'alimentation des petits. Donc, il sera proposé une recette par mois, petit déjeuner, goûter, déjeuner, dîner, et dans le but de sensibiliser. Donc, en cinquième point, donc, sur la sensibilisation sur la santé et nutrition, on va faire des spots pour la sensibilisation sur les dangers du soda, par exemple, du sel, de l'huile, du sucre, etc. Donc, là, ce sera un visuel de sensibilisation par mois avec une capsule au bout de 3 mois. Alors là, voilà, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va avoir un petit peu les canaux de diffusion et le budget selon les moyens. Voilà, donc là, c'est notre travail à faire pour la suite, chercher des sponsors et tous les partenaires pour cette activité. Donc, en sixième point, on va partir pour valoriser nos produits locaux. Donc, là, on va faire un produit par mois et une recette par semaine sur le même produit. Là, on fera le même procédé que la sensibilisation visuelle et partenariat aussi. Et en septième point, on va proposer et sensibiliser sur les activités physiques. Donc, on va proposer une activité de sport avec une fiche technique par mois pour les écoles et pour la maison. Donc, là, ça rejoint un peu ce qu'on a dit un peu pour le diabète, faire du sport aux enfants et qu'on ne trouve plus des prétextes genre on n'a pas d'espace à la maison ou que les enfants ne sortent pas. Donc, voilà, on trouvera tous les moyens pour faire bouger surtout les enfants. Voilà, pour leur faire dépenser, surtout que c'est des super consommateurs de sucre, pour leur faire dépenser tout ça. Et puis, comme ils ont un peu de l'énergie débordante, il faut bien aussi qu'on leur fasse bouger. Donc, en troisième point, on va inciter les crèches, les garderies et écoles à mettre en place un potager. Donc, présenter des exemples et process pour faire un jardin dans toutes les écoles. Donc là aussi, on avait déjà contacté un technicien en culture hors sol pour installer des potagers à l'école. Donc là aussi, on va faire des stages, des petites formations pour montrer les techniques, pour faire des cultures hors sol un peu dans les jardins. Donc, ça peut être hors sol, ça peut être en pot, ça peut être voilà. En tout cas, les gens qui veulent le faire, ils vont être formés. D'ailleurs, dans cette procédure, la dernière fois,
on a prévu de faire un petit concours pour ça. Donc, c'est un cours de, comment dire, voilà. C'est un projet qui est en cours et qui va peut-être bientôt sortir. Voilà. Et un 9e point, donc on va faire des visites pédagogiques. Donc, voilà, chez les producteurs. Donc là, il faut qu'on liste un peu les listes, on répertorie un peu tous les producteurs dans les environs et que voilà, les directeurs peuvent y aller ou les directrices selon leur planning. Donc, ils s'organiseront directement. Nous, on fera juste le lien, faciliter les choses. Et puis, pour que les enfants puissent aller faire des visites pédagogiques aussi dans les fermes. Je pense que ce serait très, très bien pour être en contact avec les produits qu'ils ne voient pas souvent voilà, en crèche ou qu'ils ne voient pas souvent chez eux. Donc, ce serait trop, trop bien. Parce que je pense que les enfants, ils fonctionnent bien avec le visuel. Quand ils voient quelque chose, quand ils touchent et tout, ça leur donne plus envie parce que voilà, ils ont fait déjà connaissance avec et que ce sera peut-être plus facile de leur faire manger tout ça. Donc, voilà notre plan d'action en espérant qu'on va arriver à faire tout ça. Voilà. Donc, c'était ça un peu, Sylvie, pour le plan d'action. Excusez-moi, je ne vous entends pas. Attendez, je vais remettre mes écouteurs. Okay. Merci beaucoup. Je dis merci beaucoup pour le plan d'action que tu nous as présenté. C'est un plan d'action qui est vraiment riche et si nous revenons là-dessus, vraiment, c'est les recettes, la sensibilisation et puis la création de notre champ, notre Fetsen Garden et aussi le Fetsen Garden, ça j'ai hâte. Et aussi le concours de l'école verte. Donc, c'est ça. Donc, les gens vont, les 10 personnes, je crois 11 qui avaient choisi que leurs écoles fassent partie du concours. Je pense que, comme tu le disais tantôt, tu es en pourparlers pour que ces gens-là puissent avoir une formation afin que l'école verte puisse démarrer chez eux, donc la culture des produits locaux, etc., et qu'on voie qui va pouvoir nous donner de bons légumes cette année. Voilà. Donc, merci beaucoup encore une fois pour le plan d'action et j'aimerais savoir si les participants ont une contribution par rapport à cela, qu'est-ce qu'il faut apporter, qu'est-ce qu'il faut rajouter. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Ou s'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris aussi, peut-être que je suis allée un peu trop. Exactement. Ils sont calmes. Vous n'avez pas compris ou que c'est trop, trop bien? Je pense que c'est trop bien fait. En tout cas, vous n'avez rien à apporter là-dessus. Vous êtes d'accord avec tout? Oui. Oui, on est d'accord. D'accord, c'est bon. Alors, Madame Khady Diouf a dit oui. Alors, Madame Sini, elle fait partie de la commission aussi? Oui. Je suis complètement d'accord, comme on en avait déjà parlé en offre, en tout cas dans notre sous-groupe. Du coup, je suis alignée avec Mme Kouma. Merci pour la présentation, Mme Kouma. C'était très, très clair. Merci, Sini. Bien et très clair, oui. Est-ce qu'il y a une autre participation? Alors, si c'est ça, je pense que vous avez maintenant l'aval pour commencer à faire ce plan d'action, à vraiment agir, commencer à agir là-dessus. Et surtout, ce qu'il fallait ajouter, c'est essayer de créer quelque chose, un plan d'urgence pour les écoles qui ont des enfants diabétiques. Donc, il y a le plan d'urgence. Je pense qu'il faudrait rajouter au niveau du plan d'action. Il y a aussi cette journée qu'il faut que nous marquions l'année prochaine, soit par une marche ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous y réfléchissez et puis qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir au moins
sortir cette journée-là pour la petite enfance. Donc, on peut toujours le faire en collaboration, je suppose, avec la Case des Tout-Petits, avec le ministère de l'Éducation, pourquoi pas, et pouvoir au moins, parce que ce n'est pas fait, et si la fédération se lève pour le faire, je pense qu'il y aura une suite, la première, deuxième, troisième édition, etc. Parce qu'il faut que, je dis souvent, il faut que les Sénégalais sachent que dans les structures que nous avons, nous ne dormons pas et nous ne laissons pas leurs enfants non plus en train de jouer à ne rien faire. Nous leur apprenons aussi à préparer leur avenir. Donc, voilà pourquoi que la fédération est importante et que ce que nous faisons comme ça, ces webinaires sont importants aussi pour vraiment aller de l'avant avec la petite enfance. En tout cas, je vous remercie vraiment, Mme Koumba, pour votre participation, Sini pour votre intervention aussi, Marie Ndour, Mme Diallo et la présence de Khady Diouf et puis M. Kandé. Je vous remercie vraiment d'avoir participé à ce webinaire et nous souhaitons quand même à toutes les personnes qui sont atteintes de diabète, tous les enfants dans vos structures qui sont atteints de diabète, tous les parents qui sont atteints de diabète chez vous, que ces personnes prennent soin d'eux, prennent soin d'elles et qu'elles sachent que le diabète, c'est quelque chose, c'est une maladie avec laquelle il faut vivre. Tout est dans l'esprit. Et quand on a cette maladie et qu'on veut la rendre et qu'on veut, on se croit faible ou démuni devant cette maladie, elle va prendre le dessus. Donc, c'est juste qu'il faut faire ce qui est nécessaire. Équilibrer votre alimentation. Ne pas arrêter le riz blanc peut-être totalement, mais essayer de le diminuer ou bien changer cela avec le riz brun. Faire beaucoup de sport. Hein? La marche, elle est très importante. 30 minutes de marche rapide, je pense que ça peut aider aussi. Et s'il y a des médicaments à prendre, les respecter surtout, parce que le diabète peut handicaper l'immunité. Et quand on arrive à ce point, hein, c'est triste. La perte de vue, on ne le souhaite à personne. Hein? La polyarthrite rhumatoïde, on ne le souhaite à personne. Les maladies cardiovasculaires non plus. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Et le diabète est pire quand on dit est pire que le cancer parce que le diabète peut blesser tes organes sans que tu ne t'en rendes compte. C'est pour cela que je dis souvent que c'est une maladie qui est très sournoise. Alors, ne laissez pas cette maladie vous vaincre. Dites à vos parents que c'est une maladie avec laquelle on peut vivre. C'est mon cas à moi. Hein? Et là, maintenant, prenez soin de vous et de vos proches. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. À très bientôt. Merci Sylvie. Merci beaucoup Sylvie. Vraiment, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous faites pour la Merci, scène et pour l'engagement. Vraiment, c'est vraiment très, très admirable. Bravo. Merci beaucoup. Merci et bravo Sylvie. Allez, merci beaucoup, bravo et bonne soirée. Bonne soirée. Allez, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, Sylvie. Au revoir. Merci encore. Au revoir, Merci Madame encore. Diallo. C'est bien gentil d'avoir participé. Au revoir, Monsieur Kandé. Madame Doy, au revoir. Madame Camara, au revoir.